L'éloquence est l'art de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir, de persuader. C'est maîtriser sa pensée dans l'action grâce à l'art oratoire. Le concours d'éloquence est destiné à évaluer la capacité du candidat à mobiliser toutes ses techniques pour laisser une trace pérenne dans l'esprit de son public. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la grande finale du concours d'éloquence des lycéennes et lycéens, 5e édition des Libres Parleurs de Montreuil. Tout au long de ce parcours, nos jeunes oratrices et orateurs ont pu compter sur l'engouement et le soutien de leurs parents, leurs proches, leurs amis, leurs professeurs et la ville de Montreuil, et en témoigne votre présence nombreuse ce soir. Depuis 5 ans, Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, spécialisé en rhétorique et négociation, enseignant et chercheur au sein de grandes écoles, auteur, politologue, chroniqueur sur la chaîne du service public, leur fait l'honneur de bénéficier de son expérience, ses analyses et ses conseils. C'est avec un grand plaisir et sous vos applaudissements que je laisse la place à Monsieur Clément Viktorovitch pour la présentation et la direction de cette grande finale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Non, pardon, vous plaisantez. J'ai dit, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Incroyable. Et bonsoir Twitch également, car oui, nous sommes déjà devant 12 000 personnes sur Internet. C'est faux, c'est faux. Ils arrivent, laissez-leur le temps d'arriver. Vous savez, le peuple de Twitch est toujours en retard. Et donc, ils vont rater, évidemment, l'introduction. C'est pas grave, nous sommes là, vous êtes là. Nous sommes présents pour cette soirée qui nous gorge d'un enthousiasme et d'une joie féroce. Car oui, au terme de 3 mois de projet, 10 semaines de formation, des jours et des jours à naviguer dans les eaux troubles de l'éloquence et de la rhétorique, c'est maintenant, ce soir, que devant vos yeux, 9 lycéens et lycéennes vont s'affronter pour le titre de meilleur orateur ou oratrice de la ville de Montreuil, s'il vous plaît. Mais vous savez au fond, un concours, qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, oui, il va y avoir de la compétition. Oui, c'est vrai, il y a déjà eu de l'émulation. Oui, bien sûr, ces 9 jeunes orateurs et oratrices sont là, tendus dans un seul but, celui de gagner, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et en même temps, on s'en fout. Car sachez que ce qu'il s'est passé au cours des 3 mois qui ont précédé est beaucoup plus important que tout cela. Au cours des 3 mois qui ont précédé, tous les lycéens et toutes les lycéennes de la ville de Montreuil qui le désiraient ont pu être formés à la rhétorique et à l'éloquence, ont pu apprendre, certes, à parler, à bien parler, mais au-delà de ça, à argumenter, à affûter leur pensée, à affûter leur argumentation pour la rendre la plus tranchante possible. Et même, encore au-delà, ont appris à décrypter les discours qui leur étaient proposés. Discours politiques, discours publicitaires, discours de la vie de tous les jours. Bref, au cours des mois précédents, nous avons cherché à Montreuil a réalisé l'idéal de Condorcet qui disait que dans son idéal, les citoyens et les citoyennes devaient être difficiles à gouverner. Eh bien, c'est ce que nous avons cherché à faire ici à Montreuil. De jeunes citoyennes et citoyens agaçants et agaçantes, capables, c'est tout de même un peu pénible en démocratie, de dire ce qui est important pour elles et pour eux. Capables, c'est tout de même pénible dans ce régime qui est fondé sur les élections, eh bien, de décrypter les discours qui leur sont proposés. Bref, des citoyennes et des citoyens difficiles à gouverner, et ça nous gorge d'une joie, comme je vous le disais, tout à fait monumentale. Voilà ce qui est en jeu ce soir. Et le concours est assez peu important au fond. Ce qui est important, c'est qu'à Montreuil, les jeunes, on leur apprend à présenter, porter leur voix, à dire ce qu'ils et elles ont à dire et qui est important pour elles et pour eux. Et cette compétence, c'est celle que nous allons valoriser et admirer ce soir. Vous allez voir des jeunes se succéder dans ce qui est plus qu'un concours. C'est pour elles et pour eux l'occasion de dire devant vous ce qui leur tient à cœur. Ici à Montreuil, nous montrons que les jeunes, quand on leur laisse la parole, non seulement ont des choses à dire, mais de surcroît qu'ils et elles les disent brillamment.
pour juger le concours, parce que bon, c'est tout de même un concours, malgré tout ce que je viens de dire, nous avons évidemment un jury d'exception, un jury étincelant, un jury, que dis-je, rutilant, et pour commencer, celle qui incarne, bien entendu, l'éducation, dans ses vertus les plus politiques et cruciales possibles. Elle contribue ici même à la ville de Montreuil, à la mairie de Montreuil, de faire en sorte que, oui, les jeunes non seulement soient bien formés à la rhétorique, mais plus généralement soient bien éduqués tout court. C'est aussi grâce à elle que l'éducation nationale fonctionne dans cette ville. J'appelle, s'il vous plaît, celle qui est directrice générale adjointe à l'éducation de la ville de Montreuil, Madame, un tonnerre d'applaudissements pour elle, Marie-France Meunier. Mais ce n'est pas tout! Non, ce n'est pas tout, car évidemment, dans ce jury, il nous fallait du piquant, il nous fallait quelque chose d'épicé, il fallait quelqu'un dont la vie est rythmée, bien sûr, par l'humour, les blagues, les facéties, les roublardises, un peu de malice, que diable. Et oui, bien sûr, il est à la fois humoriste, stand-upper, c'est vrai, mais il est également auteur, scénariste, comédien, il est host au Belleville Comedy Club, il nous honore ce soir de sa présence. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le roublard, Mathias Pizzilato. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, non, bien sûr, car pour évaluer, juger, apprécier les prises de parole des lycéens et lycéennes, il nous fallait la voix, le regard académique, celle qui, depuis des années maintenant, évolue dans les sciences du langage, a fait de l'analyse du discours un art, une science qu'elle a portée à son pinacle. Elle nous fait l'honneur, une nouvelle fois, d'être parmi nous. Mesdames, messieurs, elle est professeure en sciences du langage à l'Université Paris-Descartes, Marianne Doury, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas fini! Mais non, ce n'est pas fini, car il nous fallait également celui qui nous a déjà enchantés de son regard. Il est comédien, lui aussi, auteur, c'est vrai, manager désormais, mais il est également rappeur. Il nous montre que les mots sont un combat, le langage est une arme, et ô combien lui sait s'en servir. S'il vous plaît, un fracas d'applaudissements pour Younes! Mais ce n'est pas terminé, car oui, il nous fallait également le regard des institutions culturelles, la grande culture, celle qui, bien sûr, a aussi à apprendre et apprend si fréquemment des jeunes, du regard de la jeunesse, de la voix de la jeunesse. Et elle incarne cette institution culturelle, oui, c'est vrai, mais ouverte sur le monde citoyen, ouverte sur le monde jeune. Elle est directrice du Théâtre Public de Montreuil. Mesdames, messieurs, Pauline Bail, s'il vous plaît. Et enfin, celui sans qui, au fond, rien de tout cela ne serait possible. C'est lui, il y a 5 ans, qui a voulu créer un concours d'éloquence dans la ville de Montreuil. C'est lui, au-delà, qui a voulu que tous les jeunes de cette ville soient formés à cette belle discipline qui est la rhétorique. C'est lui qui tenait à avoir face à lui des citoyennes et des citoyens difficiles à gouverner. Et c'est tout à son honneur. Mesdames, messieurs, il nous fait l'honneur de sa présence, mais il nous accueille également dans sa mairie, Monsieur Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Prenons un temps pour un pur exercice d'imagination. Vous êtes chez vous et vous avez décidé de regarder une grande émission éducative. Sur CNews, l'heure des pros de Pascal Praud. Vous êtes concentré, vous prenez des notes car vous voulez vous éduquer. Vous avez déjà appris beaucoup de choses. Par exemple, que Pétain et De Gaulle avaient la même politique. Votre professeur d'histoire sera content. Et puis, ensuite, vous avez appris qu'il y a évidemment un rapport entre l'immigration et les punaises de lit,
car Pascal Praud est bien informé et c'est que, je cite, « les immigrés qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène sont à l'origine de l'augmentation des punaises de lit ». Vous êtes content, vous avez appris des choses. L'instant d'après, vous changez de chaîne et vous entendez le ministre de l'Éducation défendre l'école publique pour tous les enfants de France, sauf les siens. C'est drôlement intéressant comme idée, un peu bizarre quand même, comme si un cuisinier refusait de manger la nourriture qu'il prépare. Mais vous prenez un instant pour méditer les enseignements d'une si grande sagesse. Et puis, juste après, vous vous dites un peu épuisé par l'expérience que vous allez vous divertir. Et là, vous vous faites un gros kiff bien régressif en regardant les Marseillais à Cancun. Et là, une petite voix, en plus de l'autre petite voix qui espère que l'un des candidats finisse raccourci par un requin, ce qui, reconnaissons-le, serait très divertissant, et je ne parle pas seulement du point de vue des supporters du PSG. Donc, la deuxième petite voix vous dit « Mais quel pervers a pensé que nourrir mon cerveau avec cette émission serait une bonne idée ». Vous vous arrêtez un instant, et là, vous vous souvenez que c'était vous. À chaque fois que dans toute l'histoire humaine, à chaque fois que les sociétés doutent, n'ont plus de direction claire, c'est le même cinéma qui recommence. La même histoire. Les êtres humains se divisent, la peur augmente, et la peur offre des possibilités immenses de manipuler le débat public. La violence du débat politique augmente en conséquence. Et le cycle est enclenché, plus le doute grandit, plus il met en valeur l'impuissance devant la situation, plus le discours devient violent. Le doute augmente, la peur, le cycle est là. Le seul moyen d'enrayer ce mécanisme infernal est l'exercice de la raison, de la conscience et de la volonté. De la raison pour comprendre, de la conscience pour nous orienter vers ce qui est juste, de la volonté pour mettre nos actes en accord avec nos paroles. Et enfin seulement par une parole qui aura le goût de la vérité et de la justice. En organisant chaque année ce concours, notre foi, et qu'en vous donnant à vous, jeunes citoyennes et citoyens, les moyens d'exprimer votre pensée, nous rendons un grand service à la République. Citoyennes, citoyens, amis, la fraternité est sans doute le terme le plus impossible de la devise républicaine, le plus difficile. La fraternité, ou sororité, l'amour des frères et des sœurs. Comment étendre ce sentiment bien au-delà de la famille? Et pourquoi le faire? Ma réponse est celle-ci. Sans le soutien de l'immense sentiment de l'unité humaine, sans cette tendresse particulière pour celui ou celle que je ne connais pas, sans cet effort du cœur, la pensée devient glaciale et l'instant d'après justifiera l'exclusion et parfois le massacre. Citoyennes, citoyens, amis, dans un instant, vous assisterez à un moment rare. Et vous, les candidates et les candidats, jeunes citoyens, vous devez savoir par avance l'immense fierté et l'immense respect et l'immense confiance
devant l'acte de courage démocratique que vous faites, qui consiste à braver ses peurs pour exprimer sa pensée. Vive les libres parleurs, vive Montreuil, vive la République et vive la France. Chers amis, il est temps de passer à la seule chose qui vaille ce soir, c'est-à-dire la parole des lycéens et lycéennes qui s'affrontent, ou plutôt qui se succèdent, sur le sujet suivant. Est-ce que j'y peux quelque chose? Voilà la question à laquelle nous les avons confrontés. Est-ce que j'y peux quelque chose? Mais que veut dire ce Y? Que signifie-t-il? Que désigne-t-il? Est-ce que j'y peux quelque chose? Eh bien, c'est à chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles de le décider, de nous le dire. Et pour répondre à cette question, est-ce que j'y peux quelque chose, nous accueillons en tout premier lieu, et je vous demande pour elle, évidemment, un tonnerre d'applaudissements. Elle est en seconde générale, elle a 16 ans au lycée Jean Jaurès. S'il vous plaît, elle ouvre le bal, Shaina Atala. Mesdames, messieurs, oui, j'y étais pour quelque chose. J'aurais pu l'en empêcher, j'aurais dû le repousser, j'avais tout prémédité. Alors voilà, oui, c'est ce qu'ils veulent me faire croire. C'est la responsabilité que me fait endosser la société. Parce que oui, grand frère, j'aurais pas dû le laisser faire, je sais. T'as raison, Manon, j'aurais dû dire non plus fort. Et puis oui, monsieur le flic, j'ai kiffé me faire agresser, pardon de vous avoir dérangé. Figurez-vous que c'est le discours que j'entretiens au quotidien. Mais sincèrement, dites-le moi, est-ce que j'y peux quelque chose si mon nom n'a pas été respecté? Dites-le moi, dois-je passer par 4 chemins pour leur faire comprendre que mon cœur est brisé, qu'ils continuent de s'émietter encore et encore à l'écoute de leur stupidité? Est-ce normal que j'ai peur de dire la vérité? Que j'ai peur de me confier au sujet de ce qu'il s'est passé? Alors voilà, maman, je me retrouve face à toi. Et non, pas pour les bonnes raisons. Ce que je m'apprête à t'annoncer va te faire du mal, mais s'il te plaît, ne m'en veux pas. Tu sais, chaque mercredi de l'année, quand ton conjoint venait me chercher, de retour à la maison, tu n'arrêtais pas de te demander pourquoi je tremblais. Mais sans aucune réponse de ma part, tu ne pouvais pas le savoir. Toi, tu voyais une jeune fille, angoissée par ses notes et sa scolarité. Désolée de ne t'avoir rien dit, je ne voulais pas empiéter sur ta vie, mais la réalité est celle-ci. Il m'a fait jurer de ne pas en parler. Maman, j'ai perdu goût en la vie et mes pensées se sont noircies. Je n'arrive plus à contempler les choses que j'admirais. J'ai perdu foi en l'humanité. Je n'ose même plus me regarder. Impossible de vous en parler. Mais un soir d'automne, j'ai décidé de me confier. Triste réalité, mais les feuilles tombant de leurs branches m'ont inspirée. Le vent les emportait et les rassemblait afin qu'elles soient jetées. Positionnée face à ce malheureux spectacle, j'y ai trouvé ma place. Ces feuilles, que j'ai longuement admirées tomber et s'envoler, ont pris leur envol comme ma dignité. Elles sont tombées comme mon monde qui s'est écroulé et ont été jetées comme mon corps tout abîmé. Arriverai-je à contrer le vent qui essaye de m'emporter? Tel est le combat que je m'apprête à mener seule, car le monde n'a pas encore décidé de m'accorder une justice appropriée. Parce que oui, il est vrai, à leurs yeux, je ne suis qu'une simple femme dont le consentement n'a pas été respecté, comme tant chaque année. Oui, il est vrai, mon cas ne mérite pas d'être traité et ma voix ne sera jamais écoutée. Oui, il est vrai, si mon témoignage daigne se faire entendre, on me posera la fameuse question « Comment t'étais habillée ?» Mais voyez, oui, c'était vrai. Il m'a laissé sur ce lit, taché par la couleur de mes cris. Il a laissé tomber mon corps comme un objet ne produisant plus de bruit. Il m'a laissé là, pleine de peur, me questionnant « Qui est l'auteur de ce malheur ?» Voyez, oui, c'était vrai, contrairement à ce qu'il pensait. Est-ce que j'y peux quelque chose si vous ne m'avez pas cru? Si mon témoignage n'a pas été considéré comme cela aurait dû? Suis-je responsable des actions commises à mon égard? Et vous? Pourquoi me regardez-vous avec ce regard? Ne vous affolez pas tant que ça.
je ne suis pas qu'une victime, je suis bien plus que ça. J'ai encore un petit frère à protéger et des concours de danse à gagner, car oui, il ne m'enlèvera pas du moins cela. Alors voilà, aujourd'hui j'élève la voix. Pour celles et ceux qui n'en ont pas, je les laisse crier à travers moi. Oui, c'est mon choix. Mais alors, je, c'est qui? Est-ce moi? Est-ce toi? Je, c'est elle, c'est nous. C'est toutes celles et ceux qui hurlent à travers moi. Alors vous avez raison. Levez les yeux et regardez-moi. Regardez toutes ces femmes se relever. Parce que rien n'est terminé. Tout vient tout juste de commencer. Parce que oui, elles vont briller. Oui, leurs combats porteront leurs fruits. Parce que oui, mon corps n'était pas le sien. Non, je n'y pouvais rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La candidate suivante a 17 ans. Elle est en terminale art appliqué au lycée Eugénie Cotton. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un fracas d'applaudissements pour Anaïs Eberwein. Est-ce que j'y peux quelque chose? Non. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai répondu aussi vite. Ah merde. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai répondu aussi vite. Je veux dire, regardez-moi de haut en bas. J'ai 17 ans et j'ai du mal à me lever le matin. Regardez mon bras, c'est une branche. Et vous me posez cette question? Y faire quelque chose à quoi? La guerre? La misère dans le monde? Le devoir de design que j'ai pas fait ce matin? Je veux dire, j'étais en train de prier Parcoursup de me laisser valider mes vœux à 22h. Et vous me posez cette question? Vous voulez savoir quelque chose? D'après l'Institut de marketing et d'opinion, 70% d'étudiants français déclarent être dans une situation de mal-être. Et avec mon mal-être, vous me posez cette question? Laissez-moi vous raconter une histoire. C'était juste avant le bac blanc. Vous savez, l'épreuve extrêmement importante où on nous fait stresser toute l'année pour pouvoir réussir et avoir un métier. J'étais dans le métro 9, souriante, en train de regarder combien d'arrêts il me restait avant de descendre. J'étais souriante. Et puis, un homme a fait tomber quelque chose par terre. Il s'est rapproché de moi en ramassant, puis il m'a fait un clin d'œil. Il m'a tendu la chose comme si c'était moi qui l'avais fait tomber. Je l'ai ramassé, bien sûr. Puis ensuite, quand la personne à côté de moi a décidé de se lever et de descendre, il s'est assis à côté de moi, a commencé à donner des petits coups dans mon siège. Et quand j'ai regardé en sa direction, son téléphone et son numéro dessus. Puis aussi vite qu'il me l'a montré, il s'est levé, m'a fait un clin d'œil et est descendu. Et vous auriez pu y faire quelque chose à ça? Je pense pas. Et je pense que vous le savez très bien aussi. Je ne suis pas venue ici pour vous vendre du rêve. Et je ne suis pas venue ici pour vous mentir. Mais pour toutes ceux et celles qui pensent qu'ils peuvent y faire quelque chose, levez la main. Allez-y. Ah. Personne? Eh bien, je sais que pour les personnes qui le pensent vraiment, qu'ils auraient pu faire quelque chose, si vous le pensez vraiment, alors pourquoi il y a encore la misère
et la guerre dans le monde. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, notre candidat suivant a 16 ans. Il est en seconde générale au lycée Condorcet. S'il vous plaît, un torrent d'applaudissements pour Ibrahim Kaba. Un génocide, toujours en cours au Congo en 2024. De même au Rwanda, la guerre en Palestine et en Ukraine. Ces sujets, ces problématiques, vous les avez déjà entendus par nos prédécesseurs des années précédentes. Malheureusement, les choses continuent d'empirer. La crise climatique, les rapports de plus en plus inquiétants de l'UNICEF. Et parmi ces rapports, il y en a un en particulier sur lequel je vais me pencher ce soir. Et celui-ci, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont plus de toit. Vous avez sûrement déjà vu une personne comme ça, en allant faire vos courses. Vous savez, toujours là, avec leur caddie, à ne demander qu'une seule chose, à manger. Ces personnes, au quotidien, vous les voyez. Certains même les ignorent. Mais parmi ces personnes-là, il se trouve des enfants. Sûrement, vous l'avez déjà vu sur vos téléphones pendant que vous étiez en train de scroller. Henri Zahra Ladé. Avec sa mère, en 2022, il ne demandait qu'une seule chose: pouvoir dormir en sécurité. Et vous avez sûrement un autre exemple, un exemple qui vous parle aujourd'hui. Moi. Car j'ai failli faire partie de ces personnes. Un avis d'expulsion dans la boîte aux lettres de ma mère pour aujourd'hui, le 5 avril. On envoyait des lettres, encore et encore, mais comme notre service d'urgence, la boîte aux lettres de monsieur le maire était saturée, car nous ne sommes pas les seuls. Des milliers de personnes, elles aussi dans mon cas, ne veulent qu'une seule chose: pouvoir avoir un logement, avoir un lieu sûr où elles peuvent vivre. Et dans cette demande, on se disait qu'on ne pouvait pas. Les jours passés, on se rapprochait de la date, on se disait qu'on n'allait jamais y arriver. Mais c'est avec l'aide de notre assistant social et celui de ma petite sœur, c'est à la veille de ce concours d'aujourd'hui qu'on a eu la bonne nouvelle. Nous avons trouvé un logement. Mais mon cas n'est pas le seul. Combien parmi les milliers de personnes n'ont pas encore de logement? Ce n'est pas une réussite qu'on peut fêter. Certes, j'ai eu ce que je voulais, mais au final, toutes ces autres personnes qui demandent la même chose, c'est à nous de pouvoir les aider. Et quand je regarde cette salle, je vois les acteurs et les actrices de demain, car c'est nous qui pouvons faire bouger les choses. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Avant d'annoncer le nom de la prochaine concurrente, je précise à l'endroit de nos lycéens et lycéennes, et pour éviter évidemment une crise d'angoisse naissante chez notre ami ingénieur du son, est-ce que vous pouvez... Voilà, vous voyez, là je suis peu amplifié, regardez, un pas devant et c'est mieux. Voilà. Donc je le dis pour les concurrents et concurrentes suivants et suivantes.
Bon, parlez dans les micros, quoi, voilà. S'il vous plaît. Elle a 15 ans. Elle est en seconde générale au lycée Jean Jaurès. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements ébouriffants pour Héloïse Braconnier-Oliveau, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler d'une maison en Normandie. C'est une maison perdue dans la campagne, au milieu des champs. C'est ma maison, la maison où j'ai grandi pendant 5 ans. Je suis née à l'Aigle, même si je pense que ce lieu ne vous dit rien. 1 an plus tard, mon petit frère, Rohan, est arrivé. J'étais vraiment heureuse. Mais un jour, j'ai déménagé à Paris avec mon père et mon petit frère. Ma mère n'était pas de la partie. Je ne savais pas pourquoi. Mais est-ce que j'y peux quelque chose? Non. Quelques mois après notre arrivée, mon père nous a appelés, mon frère et moi, et nous a demandé de nous asseoir. Il avait les larmes aux yeux. Et pour résumer, il nous a dit « La police de Normandie m'a appelé. Maman est morte. » J'ai versé toutes les larmes de mon corps, une à une. À 5 ans, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie, la mort, mais je savais que je ne pourrais plus jamais la revoir. Mon père pleurait, alors je pleurais encore plus parce que le voir triste me rendait triste. Mon petit frère ne pleurait pas. Je l'ai détesté pour ça. Mais la grande question, c'est est-ce que j'y peux quelque chose? Non. Mais est-ce que j'y suis pour quelque chose? Je ne sais pas. Seule ma mère a la réponse. Alors j'ai grandi avec ce poids sur le cœur. J'ai réussi à en parler assez tôt et j'ai fait mon deuil avant mon frère. Mon père a lui aussi fait son deuil. Et il nous a présenté une nouvelle femme qu'il aimait. Ils se sont mariés et un nouveau petit frère est arrivé. Il s'appelle Maë. Alors, on continue de vivre et on grandit. Et on déménage encore à Montreuil. Déjà le collège, j'ai des amis, je suis heureuse et le passé est derrière moi. Mais il me rattrape. Il nous rattrape tous. Voilà que mon frère commence des crises de colère, qu'il ment, qu'il ne nous dit plus rien, qu'il s'égare, qu'il se lasse et qu'il change. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Est-ce que je peux arranger les choses? Non, je ne pense pas en avoir le pouvoir. Mais voici le Covid-19, le confinement, et moi aussi, je m'enferme dans une tristesse sans nom. C'est là que le passé reprend possession du présent. J'apprends que j'ai quitté cette petite maison en Normandie parce que ma mère ne voulait pas nous faire de mal. J'apprends que ma mère a été traumatisée. Personne ne l'a cru enfant et elle a refoulé ses émotions. Quand je suis née et que plus tard mon petit frère est arrivé, ces émotions sont revenues. La dépression est arrivée. Le suicide l'a emporté. Est-ce que j'y peux quelque chose? Est-ce que j'y peux quelque chose si les personnes partent d'elles-mêmes? Si ces personnes décident de finir leur vie comme si ce n'était qu'un livre? Non, non et non. Je n'y peux rien et je ne peux rien y faire. Pourtant, ça m'atteint, ça me prend et ça me déchire. C'est une partie de mon histoire que je partage avec d'autres. Celle qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Vous aussi, vous avez une histoire qui restera à jamais dans votre cœur. Une histoire qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous rend plus fort,
et qui vous fait avancer. Merci. Merci. Notre candidate suivante est en première générale au lycée Jean Jaurès. Elle a 16 ans. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements chaleureux pour Cléo Ritt. Mais les hommes célèbres accusés de viol, on sait tous que c'est faux. Les femmes, elles les dénoncent pour détruire leur carrière. Elles sont juste jalouses, en fait. Ces mots, je les ai entendus il y a quelques mois. 2 garçons de ma classe parlaient de ça en cours d'allemand. Et ça m'a tellement énervée parce que qui est-ce qu'ils sont pour parler de ça? Mais ça m'a aussi fait penser à quelque chose que je veux vous raconter. Aujourd'hui, je choisis de parler. Je décide d'arrêter de me taire, de ne plus essayer de disparaître ni de me cacher. Je veux vous livrer la parole vraie, celle qui raconte ce que j'ai vécu, tel que ça s'est réellement passé. Un jour, une amie à moi m'invite au parc et nous sommes au mois de juin, juste après un énième confinement. Il fait beau et chaud, ça sent les vacances. Le repas se passe bien, jusqu'au moment où un garçon va s'asseoir sur moi. Mais c'est pas grave, il est juste sur mes genoux. Nous sommes entourés de tous les autres, mais personne ne dit rien. C'est sans importance. Alors, il continue. Il pose ses mains sur moi. Il me touche. Je me rappelle de ce moment très précisément. Je reste figée. Je n'arrive pas à bouger. J'essaye de capter l'attention de quelqu'un autour, mais tout le monde est occupé. Je me dis que c'est pas grave, je vais me débrouiller. Attendez, si, c'est très grave. Il n'a pas le droit de faire ça. Je n'ai que 13 ans, je ne suis qu'une enfant. Et pourtant, je viens de subir une agression sexuelle. Agression sexuelle. Il m'a fallu 1 an pour mettre un mot sur ce qui m'était arrivé. Et dès que j'ai réalisé, je me suis demandé, est-ce que j'y peux quelque chose? Est-ce que j'aurais pu éviter ça? La réponse est non. Et je m'interdis de penser que oui. Cette agression n'est pas arrivée à cause de moi. Ce n'est pas de ma faute. Ce ne sera jamais de la faute de la victime. Jamais. Je n'ai pas le droit de me sentir coupable, parce que c'est mon agresseur qui a commis l'impardonnable, pas moi. C'était ses mains à lui sur moi, pas les miennes. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt me demander, est-ce que j'y peux quelque chose quand ça arrive à quelqu'un d'autre? Quand j'ai raconté cette histoire à ma meilleure amie, elle m'a prise dans ses bras et m'a répété à quel point j'étais forte, jusqu'à ce que je la croie. Et je veux faire vivre à toutes les victimes ce sentiment d'écoute et de compréhension. Je veux qu'elles sentent cette force, parce que personne n'est préparé à vivre quelque chose comme ça. L'acte en lui-même est dur, mais c'est l'après qui est le plus compliqué. L'impression d'être sale, les mains de mon agresseur qui ne s'effaceront jamais, et tous ces gens qui sont encore amis avec lui, sachant ce qu'il a fait. J'ai vécu tout ça, et ça fait mal. Et les victimes d'agression, il y en a tous les jours. Elles vivent ça dans le silence. Alors, je veux être là pour elles. Je veux qu'elles se sentent entourées et soutenues. Vous n'êtes pas seuls, et je vous crois. Bien sûr que j'y peux quelque chose. Je peux écouter cette femme qui me raconte son histoire, rassurer cette fille qui se fait suivre dans le métro et être là pour toutes celles qui étaient à ma place il y a quelques années et celles qui le seront dans le futur. Se faire agresser, ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé à ma petite sœur qui s'est fait suivre en prêle nuit alors qu'elle rentrait de son cours de musique. C'est arrivé à cette amie qui a maintenant toujours besoin d'être raccompagnée le soir. C'est arrivé à moi et à toutes mes copines. Se faire agresser, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça arrive à tout le monde. Alors, est-ce qu'on y peut quelque chose? Oui. Aujourd'hui, on donne trop de place aux agresseurs et pas assez aux victimes. On doit inverser tout ça. Finalement, moi, à mon échelle, je peux militer, écouter, raconter mon histoire, mais c'est toutes ensemble qu'on changera les choses. Ensemble, on sera plus fortes. On pourra provoquer le changement et construire le monde qu'on veut.
Et pour finir, messieurs, vous aussi, vous y pouvez quelque chose. Quand vous voyez une fille dire qu'une femme vous voyez quelqu'un dire qu'une femme accuse à tort parce qu'elle est jalouse, interposez-vous. Quand vous voyez une fille se faire agresser sous vos yeux, défendez-la. Quand vous mettez une fille mal à l'aise en la touchant, arrêtez-vous. Ça me paraît pas si compliqué quand même. Merci beaucoup. Elle est en terminale art appliqué au lycée Eugénie Cotton. Elle a 18 ans. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un torrent d'applaudissements pour Sira Diombana. Quand j'étais en primaire, j'aimais lire. Surtout la fantastique et l'horreur. Ça me permettait de vivre des émotions que je ne vivais pas forcément au quotidien, comme frissonner avant de savoir qui était le fantôme mystère. Un jour, Cathy vient de me voir. C'était 3 noirs et 1 blanche. J'étais en train de lire un livre sur un garçon qui tombait amoureux d'une extraterrestre. Et elles viennent me voir et elles me disent « Ah, mais c'est pas un truc de noir ce que tu fais ?» Et la blanche rajoute « Mais je fais plus noire que toi. Je fais plus noir que toi. » Et là, je rentre chez moi, je claque la porte et je me demande si je suis née dans le bon corps, si je suis réellement noire. Mais pourtant, j'aime bien ma couleur de peau. J'aime bien mes cheveux. J'aime bien mes traits. Je m'aime bien. Alors, est-ce que j'y peux quelque chose si j'aime lire alors que j'ai les cheveux crépus? Est-ce que j'y peux quelque chose si je n'ai pas d'accent alors que j'ai des traits négroïdes? Est-ce que j'y peux quelque chose aux stéréotypes? Vous savez, le problème ne vient pas des filles. Est-ce que vous connaissez le stéréotype Angry Black Woman? Caroline West, une professeure de psychologie à l'université Tacoma, nous explique que ce stéréotype est issu de la colère mal interprétée des femmes noires qui luttaient contre les inégalités aux États-Unis, les faisant passer pour agressives, maniérées et mal éduquées. Et c'était aussi un moyen de les faire taire et les faire honte. Et ce cliché, il s'est répandu dans les films et les séries que tout le monde connaît, qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple le personnage de Zuri dans Jessie. Vous savez, c'est la petite fille noire hyper maniérée et un peu colérique sur les bords. Et pourtant, c'était la seule fille noire à qui je pouvais me reconnaître. C'était la seule fille de ma communauté. Et vous savez, ce besoin de vouloir appartenir à la même communauté, selon le psychologue Maslow, le besoin d'appartenir est un besoin fondamental. On a tous et toutes besoin d'appartenir. On a toutes et tous besoin d'appartenir à un groupe d'amis, à une famille, à une communauté. Mais quand cette communauté, on la voit à la télé se comporter de manière négative, agressive et vulgaire, on y est perdu. J'étais perdue. Au final, les stéréotypes, c'est quoi? Des idées reçues. C'est subjectif. C'est qu'une opinion. Alors, si je suis noire et que j'aime la lecture, où est le problème?
Où est le problème? Ce que je dirais à la petite fille que j'étais, qui pleurait dans sa chambre, c'est que peu importe ce que tu aimes et tes goûts, tu es réellement noir. Et ça, tu ne peux rien y faire. Merci. Merci beaucoup. Il a 16 ans, il est en première générale au lycée Jean Jaurès. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements étourdissants pour Achille Abrams. AIS. AIS. AIT. IONS. IEZ. AIENT. Cette comptine, je l'ai répétée presque tous les matins de mon CM1 à ma 6e, pour me rappeler les terminaisons de l'imparfait. Cette comptine m'avait été suggérée par mon orthophoniste, car je suis orthodyslexique. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, certaines parties de mon cerveau ne fonctionnent pas bien, notamment celles liées à la reconnaissance des sons, à la reconnaissance des lettres et à l'apprentissage des mots. Ce qui fait que mon cerveau associe le mauvais son à la mauvaise lettre, au mauvais mot. C'est pour cela que, encore aujourd'hui, je confonds le S et le C, que j'ai besoin de cette comptine pour me rappeler des terminaisons de l'imparfait et que j'ai appris qu'en 5e, les mois de l'année. Cette dyslexie cause chez moi des difficultés d'apprentissage de la lecture, de l'expression écrite et de l'écriture. Donc en gros, j'écris mal et avec un tas de fautes d'orthographe. Pour vous donner un ordre d'idée, rappelez-vous de votre écriture au CP. C'est bon? Eh ben moi, c'est pire, et j'ai bientôt 17 ans. On s'est rendu compte que j'étais dyslexique en maternelle, quand j'arrivais à apprendre ni les jours de la semaine, ni les couleurs. Un soir, alors que j'écorchais de nouveau les jours de la semaine, mes parents se regardèrent et se dirent « Mais il est con ou quoi ?» Après vérification, non papa, je ne suis pas con, je suis dyslexique. Alors finalement, est-ce que j'y peux quelque chose à ma dyslexie? Oui et non. Je ne peux pas la faire disparaître, mais je peux l'atténuer et apprendre à vivre avec. L'école aussi peut agir pour que je me sente mieux au quotidien, pour que tout ne soit pas aussi fatigant. On est d'accord? L'école est faite pour tous, non? L'école doit donner les mêmes chances à tout le monde, non? C'est alors qu'apparaît mon ami, mon meilleur ami, mon bestie, que dis-je, mon choupinou, le pape. Mais non, pas celui du Vatican, le PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Sur ce PAP, donc, figurent plusieurs choses. Les profs ne peuvent me noter sur ma graphie, mon expression écrite et mon orthographe. De plus, je suis censé disposer d'un tiers-temps, c'est-à-dire un tiers du temps en plus. Alors finalement, est-ce que mon choupinou me suit au quotidien? Est-ce qu'il est avec moi pendant les évaluations? Eh bien, pas toujours. Je dirais qu'un tiers de mes professeurs appliquent et respectent mon PAP. J'ai pris l'habitude de ne pas trop en plaindre. Alors j'entends certains me dire « Mais Achille, pourquoi tu ne vas pas? C'est fait pour toi, c'est fait pour t'aider, il faut que tu te plaignes, ça va pas. » D'abord, c'est long et chiant d'expliquer et réexpliquer à longueur de journée. Et puis finalement, je finis par me plaindre que quand cela impacte ma note, que quand on me rend ma copie avec un magnifique 8 sur 20, accompagné du seul commentaire illisible. Et alors là, je sors de mes gonds. Et vous pouvez être sûr que tout le lycée sera au courant qu'on ne respecte pas mon PAP. Pour les profs présents dans la salle ce soir, sachez qu'en France, ce sont 6 à 8% de vos élèves qui sont dyslexiques, soit 2 ou 3 élèves dans chacune de vos classes.
Alors, laissez-moi vous retourner la question. Y pouvez-vous quelque chose? Je veux croire que oui. Malgré ma dyslexie, je me tiens tout de même devant vous ce soir. Car à mon sens, les 10 sont un atout. Ils voient les choses différemment. Normal, leur cerveau fonctionne différemment. Plein de 10 ont changé le monde. Albert Einstein, Steven Spielberg ou Agatha Christie. Même si je ne sais toujours pas différencier le S du C, que j'ai besoin de cette cantine pour me rappeler des mois de l'année, et que les mois de l'année sont bancals chez moi, je suis vachement fort en théâtre. Je sais coudre et j'ai une imagination débordante. Et c'est en ça que les 10 sont incroyables. Nous sortons du moule. Comme vous dirait ma mère, plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Alors mon conseil, cultivons nos différences. Merci beaucoup. Elle a 16 ans, elle est en première générale au lycée Condorcet. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un éboulement, j'arrive à court de métaphore, un éboulement d'applaudissements, ça n'a aucun sens, on s'en fout, c'est pas grave. Un éboulement donc d'applaudissements pour Anaïs Roman. J'étais en train de déjeuner en famille lorsque c'est arrivé. Au début, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. J'ai juste vu mon père se lever et sortir d'un coup dans le couloir de l'immeuble. C'est en suivant que j'ai compris. Quand j'ai vu tous ses voisins réunis devant cette porte au 5e étage, en entendant ses coups et ses cris derrière cette porte, j'ai compris qu'une femme s'y faisait battre. On demandait d'ouvrir la porte. Et enfin, cette femme est sortie. Des bleus sur le corps, une blessure au visage et sa fille de 3 ans dans les bras. Quand j'ai vu ça, j'ai juste pas compris comment c'était possible. Comment une telle chose a pu arriver juste à côté de moi et j'en avais aucune idée. Jamais je ne me serais douté que quelque chose comme ça pourrait arriver. Et pourtant, je sais que ces choses horribles arrivent. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que tous mes voisins, sans exception, savaient exactement à quelle porte ils devaient frapper. Mais alors pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi personne n'a agi? Pourquoi ils ont attendu que ça arrive pour agir et qu'à moitié en plus? Parce que oui, il a été arrêté, mais à peine quelques heures plus tard, il était de retour. J'ai entendu dire que c'était son choix à elle, qu'on pouvait rien y faire. Mais est-ce que je dois vous rappeler que cette personne est son mari, la personne qu'elle aime le plus au monde, le père de son enfant? C'est à nous de l'aider. C'est à nous et on le peut. Que ce soit sur le moment, en l'empêchant de revenir, en lui disant que s'il l'aime, il ne doit pas revenir. Parce que croyez-moi, quand on aime quelqu'un et qu'on voit le mal qu'on peut lui faire, on s'en va. Ou en lui disant à elle qu'elle ne peut pas rester, en l'aidant, en l'écoutant, en l'accompagnant dans les démarches. Ne pas la laisser seule. Il suffit d'ouvrir les yeux et tendre l'oreille aussi bien avant que ça arrive, car il y a des signes. Quand on entend des coups dans le mur, ne dites pas que c'est rien. N'attendez pas qu'il n'y ait plus de place dans le mur et qu'ils s'en prennent à elle. Car ces choses n'arrivent pas qu'aux voisins. Elles me sont arrivées à moi aussi. J'ai été à la place de cette petite fille de 3 ans qui a dû s'interposer entre ses 2 parents. Oui, j'ai fait le choix d'agir, de faire quelque chose à ce moment-là, sans savoir quand partira le prochain coup. Je me suis mis entre eux. J'ai agi. Est-ce que c'était suffisant? Je ne sais pas. J'aurais peut-être pu faire quelque chose avant pour l'en empêcher, quelque chose après
pour nous rassurer et nous empêcher d'avoir peur constamment de quand est-ce que ça arrivera la prochaine fois. D'aider ma petite sœur à dormir, qui avait peur de savoir ce qui se passerait pendant la nuit, de savoir comment elle retrouvera ses parents si jamais ça recommence et qu'elle ne s'en rend pas compte. En réalité, tendre l'oreille et ouvrir les yeux, c'est ce qu'on peut tous faire. C'est ce que je fais au quotidien et ce que je vous demande de faire. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, pour fermer le bal, elle a 17 ans en terminale générale au lycée, tout à fait. Il est tard. Au lycée Jean Jaurès. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, une bouffée d'applaudissements, c'est pas assez. Un fracas d'applaudissements, c'est pas assez. Un tonnerre, s'il vous plaît. Moult applaudissements pour Safia Chanaoui, s'il vous plaît. Safia, tu n'es pas une pâquerette, m'a dit ma mère. Les pâquerettes, je les voyais autour de moi. Elles étaient blanches ou blondes. Mais moi, c'était différent. Plus petite, je voulais à tout prix être une pâquerette. Pour elle, tout semblait plus facile. Lorsqu'elle perdait une pétale, ce n'était pas grave, c'était le vent. Et au contraire, lorsqu'elles brillaient, ce n'était que grâce à leurs efforts acharnés et leur talent. Moi, encore une fois, c'était différent. Je me souviens, c'était un jeudi, d'une chaleur écrasante. Et c'est dans cette température que le professeur de mathématiques rendit ma médiocre copie. Et je me souviens de 2 phrases prononcées. La première venait d'une camarade qui me dit « On est les 2 seuls Arabes de la classe et on a échoué. C'est la honte. » Et la deuxième, lancée sur le ton de la rigolade « Mais vous là, vous n'êtes pas fort en maths normalement ?» Et là, avec ces 2 phrases anodines, je compris. Je compris et d'un coup, je ressentis le poids écrasant que l'on me mettait sur les épaules. Je n'étais plus juste moi-même, j'étais la représentante de toute ma communauté. J'ai compris à ce moment-là que pour vous, je serais avant tout une Arabe qui a réussi ou une qui a échoué. On m'a fait croire que j'y pouvais quelque chose. On m'a fait croire que par mon comportement et par mes choix, j'arriverais à changer votre regard. Alors j'ai essayé. Les efforts, le travail. J'ai été cet enfant qui, en vacances d'été, au lieu d'aller se baigner, révisait et dévorait des cahiers entiers de français. Je voulais être à la hauteur pour la rentrée, mais je ne le faisais pas pour moi. Je le faisais pour toutes ces fleurs autour de moi qui avaient réussi, pour les rendre fiers. Je le faisais pour ma tante Fouzia, professeure de français. Je le faisais pour ma mère, Yasmina, ingénieure. Je le faisais pour ma communauté et pour bien les représenter. Mais ces efforts étaient des mensonges. Car même lorsque je réussissais, on me disait avant un bravo, « Ça fait plaisir de voir de la diversité en haut des classements. » Et lorsque je sortais, je lisais, j'allais au musée, on me traitait d'arabe différente ou distinguée, comme si la culture ne nous était pas réservée. Je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu, car je pensais que c'était parce que j'avais choisi d'aimer et d'assumer ma culture que l'on me voyait comme ça. Je l'en aurais voulu à ceux qui m'ont exclu de ma propre communauté. Mais maintenant, je vous en veux.
Je vous en veux à vous, qui m'avez effacé derrière la couleur de ma peau et la forme de mes cheveux. Mais maintenant, regardez-moi. Regardez-moi briller. Regardez-moi être moi-même, car personne ne choisit d'être une pâquerette. Personne ne choisit de l'endroit où il pousse, et personne ne choisit la forme de ses pétales. Alors maintenant, nous refusons toute fleur, nous refusons d'être accrochés à vos herbiers, avec une jolie légende remplie de vos clichés. Ni pâquerette, ni prime vert, nous serons toutes des fleurs à part entière, symbole de notre diversité. Ne nous jugez pas, ne nous classez pas, baissez-vous, descendez, et ce n'est que près de nous que vous apercevrez toutes nos particularités. Mesdames, Messieurs, les libres parleurs et libres parleuses de Montreuil. Les libres parleurs et libres parleuses de Montreuil. Les libres parleurs et libres parleuses de Montreuil. Merci beaucoup. Dans un instant, je vais emmener notre jury loin là-bas dans une contrée reculée, c'est-à-dire de l'autre côté de la pièce, évidemment, pour leur permettre de délibérer. Mais avant cela, j'aimerais prendre une seconde pour vous dire à toutes et à tous qui venaient de vous exprimer en mon nom propre l'honneur que j'ai à présenter cette soirée et le privilège que je ressens à vous avoir toutes et tous écouté. Rarement d'aussi belles choses, aussi fortes et aussi condensées auront été dites. Je pense que vous avez fait honneur non seulement à cette salle, non seulement à votre ville, non seulement à notre projet Les Libres Parleurs et Libres Parleuses de Montreuil, mais je crois que c'est ce soir à la parole que chacun et chacune d'entre vous avez fait honneur. Merci beaucoup. Vous nous avez donné une leçon. Et je m'éclipse moi aussi avec le jury. Alors je ne vous cache pas que je suis bien heureux de ne pas en faire partie, parce qu'eux vont devoir maintenant départager. Bon courage. Je demande aux autres orateurs et oratrices de vous mettre en place, car oui, nous n'en avons pas tout à fait fini avec vous. Pendant que le jury se retire pour délibérer, nous vous laissons avec d'autres lycéens et d'autres lycéennes qui ont également des choses à vous dire. Ça s'appelle la Minute Rhétorique, c'est un peu particulier. Et pour vous présenter cette séquence, j'ai le plaisir d'appeler ma consoeur. Elle est formatrice ici même au sein du projet Libre Parleurs et Libre Parleuses de Montreuil. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Raphaël Martin. Peuple de Montreuil, bonsoir. Après les discours qui ont été dits, je n'ai pas du tout la pression. J'imagine que vous vous posez quelques questions. Au moment où le jury, bien entendu, délibère non pas de l'autre côté du couloir, mais dans la salle secrète de la mairie, comme chacun sait. Vos questions doivent être très nombreuses, en effet. Qui sera le gagnant ou la gagnante du concours des libres parleurs de Montreuil? Les discours des lycéens sont-ils véritablement terminés ou y a-t-il d'autres discours secrets? Qui est cette personne qui vous parle et qui n'a l'air d'être ni lycéenne, ni Clément Viktorovitch, ni Patrice Bessac, le célèbre maire de Montreuil? Et pourquoi devriez-vous l'écouter? En résumé, c'est quoi cette arnaque? Je suis vraiment ravie que vous posiez la question. Enchantée, je me présente, je suis Raphaël, je suis formatrice pour le concours des libres parleurs au lycée Jean Jaurès. Dans la vie, j'aime l'éloquence, le théâtre, le chocolat et raconter des anecdotes sur ma vie qui n'intéressent personne. Ce qui est, je dois dire, une qualité assez commune dans le métier que je fais. Je suis donc venue vous apporter une très grande nouvelle. Le gagnant ou la gagnante du concours
Je plaisante, je n'ai pas le gagnant ou la gagnante du concours. Ils sont encore en train de les délibérer dans la salle secrète de la mairie. Cher public, suivez, restez avec moi. Je suis venue pour vous apporter une autre nouvelle, bien plus grande, bien plus importante. Non, les discours des lycéens ne sont pas terminés. Il y a donc d'autres discours secrets et on peut s'en réjouir. Certes, le concours officiel est terminé. Mais les lycéens et les lycéennes vont-ils se taire pour autant? La réponse est dans le mot lycéen, lycéenne. Et cette réponse est non. Ils ne vont pas se taire car, figurez-vous, ils ont des choses à vous dire. Heureusement, certains d'entre eux, que vous n'avez pas encore entendus, auront dans un instant une nouvelle opportunité de s'exprimer. En effet, le Festival de Cannes a ses films hors compétition. Clément Viktorovitch a ses lunettes. Les gâteaux ont leurs cerises. Et votre boucher charcutier a son « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». Eh bien, le concours des libres parleurs de Montreuil a bien sûr sa minute rhétorique. Alors, la minute rhétorique, qu'est-ce que c'est? Encore une question pertinente, cher public, vous m'époustouflez. Pendant que le jury a la tâche impossible, mais qu'ils vont quand même réussir à faire, rassurez-vous, de délibérer. Les orateurs et les oratrices, vous avez le privilège de nous parler pendant une minute, mais surtout nous, cher public, le public, nous avons le privilège immense de vous écouter et d'écouter ce que vous avez à dire. En effet, sous vos yeux ébahis, des lycéens et lycéennes vont se succéder pour des prises de parole de 1 minute et pas une seconde de plus. Vous voyez le défi. Leur sujet, l'important pour moi aujourd'hui, c'est. L'important pour moi aujourd'hui, c'est. 1 minute, une seule et unique minute pour nous livrer ce qu'il y a de plus important pour elles et eux. C'est court. Ils ont dû faire preuve de précision, de concision. Ils ont dû ciseler leur texte pour n'en garder que l'essentiel. En 1 minute, ils et elles doivent vous convaincre, vous surprendre, vous émouvoir ou encore vous faire rire. J'espère que vous mesurez la difficulté de la tâche. Néanmoins, rassurez-vous, de l'avis unanime des formateurs, formatrices et professeurs, nous avons ce soir exclusivement les orateurs et les oratrices les plus brillants et brillantes du monde. Alors, rassurez-vous, mais pas trop. Cher public, j'aimerais souligner un point important. Nous leur avons donné carte blanche absolue. Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. Vous allez découvrir sans filtre ce qu'il y a de plus important pour eux. De quoi vont-ils parler? Peut-être vont-ils parler de la faim dans le monde. Peut-être vont-ils parler des frites à la cantine. Nous ne savons pas. Ou peut-être vont-ils parler de vous? Oui, je voulais vous partager cette information parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les orateurs et les oratrices qui stressent ce soir. Puisque sachez, chers parents, amis, professeurs, crush secret de nos élèves, sachez que la porte des ateliers de rhétorique fermée, les lycéens et lycéennes parlent de vous. Vous êtes des stars et vous ne le savez même pas. En résumé, lors de cette minute rhétorique, tout peut arriver. Je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour les lycéens et les lycéennes qui vont vous présenter leur minute rhétorique. L'important pour moi aujourd'hui, c'est...
Je suis née dans une fratrie où chez ma mère j'étais la dernière et chez mon père une des grandes sœurs. J'ai toujours une admiration pour ma famille, je les trouvais mieux. Mieux que qui? Mieux que moi. Petite, je ne parlais pas. Étonnant, sachant que je suis ici devant vous 8 ans après. Donc oui, je ne parlais pas, je les écoutais, je les regardais, je les admirais. Mes frères et sœurs, les voici. Mon frère, le bad boy des séries américaines, il n'allait pas en cours, fumait, buvait, tout le monde le connaissait. Ma sœur, ma confidente, est une vraie princesse. Chaque endroit où elle est passée, elle l'a marqué. Et j'ai suivi ses pas. Imaginez donc son empreinte sur moi. Et ma petite sœur, la dernière, la blonde, bah elle m'a volé la place, celle de la petite dernière. Elle est petite, mais redoutable et a un fort caractère. Bref, 3/4 de moi, c'est eux. Et le dernier quart, c'est quoi? Pour moi, le plus important, là, maintenant, c'est de finir de me construire face à ma fratrie, d'être vraiment moi, ni le petit frère de mon frère, ni la grande sœur de ma sœur, car oui, tout le monde n'arrive pas toujours à savoir comment m'appeler, même le directeur de mon lycée. D'ailleurs, c'est mademoiselle. Imaginez une enfant qui se fait taper dessus à la récré, presque tous les jours, pendant 3 ans. C'était mon quotidien à l'école élémentaire. Les bleus ont tous disparu, mais la blessure intérieure ne s'est jamais vraiment refermée. Ensuite, au collège, c'est les sales négros et autres insultes pourries qui ont fini par m'isoler. Dans ces moments-là, la douleur, la tristesse et la colère se bousculaient en moi. Mais il y avait une chose qui me permettait de garder espoir, la danse. Dès mon plus jeune âge, la danse fut mon allié et mon moyen de me sentir réellement exister. Pour certains, la danse, c'est juste des gens qui gigotent sur de la musique en faisant des trucs bizarres. Mais pour nous, danseurs, il s'agit d'une façon de laisser nos corps parler et de remplacer les mots que l'on n'arrive pas à prononcer. Chacun peut enfin raconter son histoire. Selon une étude publiée dans The Art of Psychotherapy, la danse-thérapie a montré une réduction significative des symptômes dépressifs chez 75% des participants après seulement 12 sessions. On voit donc que la danse aide vraiment à se sentir bien avec soi-même. Alors vous aussi, entrez donc en transe et faites de la vie votre danse. Le plus important pour moi, c'est mes parents. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. J'ai donc toujours eu l'impression de vivre 2 vies parallèles, avec 2 éducations différentes, 2 mondes différents. Mais pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. D'un côté, il y a ma mère. Elle m'a appris la persévérance. Elle m'a montré comment m'imposer dans un monde patriarcal, à être consciente de ma valeur, à réfléchir, à m'intéresser à la vie, à la société autour de moi. C'est la femme la plus forte que je connaisse, et elle sera toujours ma plus grande inspiration. De l'autre, il y a mon père. Il m'a appris l'importance de la littérature, du théâtre, de l'art en général. Il m'a montré qu'il faut exprimer ses sentiments et montrer son amour. Il m'a appris à dire « je t'aime », mais aussi à l'accepter quand il vient des autres. C'est pour ça que je n'ai jamais vécu la séparation de mes parents comme une mauvaise chose. Et c'est pour ça que le plus important pour moi, maintenant et pour toujours, c'est mes parents. Vous voyez ce maillot de bain? Il n'est pas incroyable, hein? C'est juste un maillot de bain Décathlon, normal, qui n'aurait strictement rien à faire ici si je ne l'avais pas porté le 26 mai 2023, le jour où quelqu'un m'a mis 2 fois une main aux fesses à la piscine. Et à cause de cette personne, ça va bientôt faire 1 an que ce maillot de bain s'ennuie dans mon placard, avec mes lunettes de piscine et ma serviette, parce que dès qu'il envisage de retourner à la piscine et de se remettre à nager, il se rappelle à quel point ça le terrorise de pouvoir revoir la même personne ou une autre agir de la même façon, tout en sachant très bien que, vu que personne ne les voit, personne ne peut les attaquer en justice. Donc, ils peuvent continuer à mettre des mains aux fesses aux filles de 15 ans. Et c'est pourquoi le plus important pour moi aujourd'hui, ça serait qu'on puisse tous aller à la piscine sans risque.
Vous croyez que posséder le dernier iPhone 15 est une priorité dans ce monde de technologie? Eh bien non, n'insistez pas. Tout comme cet appareil nous connecte au monde numérique, nous pouvons nous connecter aux autres. Ce sont les connexions humaines. Pour moi, ma famille, c'est ma source de bonheur et de réconfort. Chacun des membres apporte une touche spéciale dans ma vie. Nous partageons des moments simples, mais précieux, comme les repas. Par exemple, quand j'ai reçu ma fiche d'orientation, je ne savais pas quel métier j'allais faire, ni quelle voie j'allais emprunter. Mais ma famille était là. Elle m'a soutenue et m'a conseillée. Je sais que même si je devenais prof de yoga pour chiens, ma famille serait derrière moi. C'est vraiment incroyable d'être avec eux. En fin de compte, ce qui est le plus important pour moi, c'est la famille, ma famille. En parlant de ça, voilà mes parents me regardant devant moi avec fierté. Ils m'apportent un sourire que je vous transmets aujourd'hui de plein cœur. Rappelez-vous que c'est dans l'amour partagé que réside le véritable trésor de la vie. Le plus important pour moi, c'est de tenter des trucs. Alors, tenter des trucs, je parle de nouveaux sports, de nouveaux loisirs, de nouveaux plats ou de nouveaux styles. Je parle d'essayer. Le message que je veux vous transmettre ce soir, c'est essayer des trucs. Peu importe si vous y arrivez ou pas, on s'en fout du moment que vous avez essayé de le faire. Ce que je vais vous dire, c'est que ce que vous faites, peu importe si vous essayez, enfin peu importe si vous échouez ou pas, si vous donnez tout ce que vous avez, c'est le plus important. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Faites-le et prouvez-leur le contraire. C'est l'idée que je voulais vous donner aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et si ce n'est pas le cas, au moins j'aurai essayé. Grosse. G-R-O-S-S-E. Ce mot, je l'ai entendu, je l'ai vécu, je l'ai subi, je l'ai haï. C'est à cause de ce mot que je me suis affamée en espérant finir par m'aimer. Grosse. Un mot, 6 lettres, des torrents de larmes. J'ai l'impression que j'aurais pu en mourir sur le sol de ma salle de bain, seule. Maintenant, pourquoi mince c'est un compliment et grosse non? Pourquoi les euphémismes enrobée, ronde, en surpoids et pas tout simplement grosse? Sans le dégoût lié à ces 6 lettres, sans la moquerie sous-jacente, sans votre cruauté inconsciente. Pourquoi t'es belle pour une grosse? Pourquoi pas tout simplement t'es belle? Parce que ouais, les grosses aussi sont belles. On sait jamais, moi je vous préviens. Être grosse, ce n'est pas mal. Loin de là. C'est normal. On a tous des corps différents. Alors, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous compreniez que ce n'est pas une honte d'être traitée de grosse. Merci. Le plus important pour moi, c'est le détail. Et oui, le détail. Un jour comme ça, ma copine Bulle et moi étions allés prendre un goûter chez elle pendant la pause avant de retourner au lycée. Mais du coup, le plus important pour moi maintenant, c'est le détail, le vrai détail. Le mardi 12 mars 2024, à Montreuil-sous-Bois, dans le 93, en sortant du lycée Jean Jaurès, à 15h55, j'allais chez mon amie Bulle, au 7 rue de l'église, 2e étage, porte de gauche. Son appartement était en travaux. Ensemble, on montait chez elle, au 2e étage, porte de gauche. Puis on prit un goûter. Je m'asseyais sur une chaise en bois. Personnellement, j'ai mangé une brioche. Puis quant à elle, un toast au Nutella. Le sien était cramé d'ailleurs. Puis en mangeant, on a commencé à parler. Vous savez, de Parcoursup, cette plateforme au logo blanc et bleu. Finalement, je regardais l'heure sur son téléphone. Il était 17h. L'heure était venue pour nous de retourner au lycée pour l'atelier Sciences Po. Merci. Ce jour-là, mon frère et moi avions créé un jeu. Dans notre petite salle de bain, nous nous sommes amusés à couper les cheveux de ma maman à l'aide de nos petits ciseaux d'écolier.
un peu n'importe comment, tout en dansant sur du reggaeton. Avant ça, les allers-retours à l'hôpital, les médecins qui défilent, la chimio, la peur, l'angoisse, la chute de cheveux. Et si nous n'avions pas partagé ce moment ensemble, que serait-il arrivé? Selon l'effet papillon, un battement d'aile peut déclencher un ouragan à l'autre bout du monde. Si nous n'avions pas été là, ma mère se serait sûrement rasé le crâne en larmes devant la glace, toute seule. Ma mère a eu 2 cancers. Mes parents ne m'ont jamais caché la maladie. Elle nous a même soudés, nous en parlions et nous nous battions ensemble. Pourquoi est-ce que ça arrive à ma mère? Cela va-t-il m'arriver? Le cancer n'épargne personne. Il est partout et ce qui nous reste, ce sont nos mots. Dans notre société, une action infime ou un mot prononcé peut changer une vie. Alors oui, ce que je veux maintenant, c'est me battre. C'est dénoncer les causes du cancer avec mes mots. Merci. Le bruit répétitif de la porte qui grince méchamment avec le vent. La lumière trop grise du ciel qui agresse mes yeux. L'odeur de sueur et de parfum qui flotte dans l'atmosphère moite. Les rires et chuchotements au fond de la salle. Ce mal de tête qui n'en finit pas. Alors oui, tous les jours, c'est pas facile de tenir ma tête et mon moral au milieu de cette tempête. Difficile de croire que c'est là que je trouverai ma place. Pourtant, lorsque j'entre dans ce drag bar, au milieu de cette chaude lumière, la musique trop forte qui éclate dans l'espace, les odeurs de fête et les bruits de talons sur la scène. Je le sais, je suis au bon endroit. Celui qui me fait sentir légère et vivante. Alors aujourd'hui, je dirais sans hésitation que le drag est ce qui m'accompagne tous les jours, me donne la force d'être ici, devant vous. Le drag, c'est plus qu'une fierté, plus qu'un art. C'est rire, c'est chanter, c'est aimer vivre. Le drag, c'est de l'amour, et la vie, c'est une fête. Alors aujourd'hui, je vous propose de la célébrer avec moi. Je pense qu'on peut une nouvelle fois applaudir les lycéens et lycéennes pour leur minute rhétorique. Et je vais vous en profiter pour vous livrer un secret. Je pense que peu d'entre vous savent la situation très inconfortable dans laquelle je suis actuellement. Puisque non seulement j'ai présenté la minute rhétorique après de nombreux brillants et brillantes orateurs et oratrices, mais maintenant, je le fais sans notes. Et là, j'ai vécu quelques secondes de solitude avant de voir avec soulagement le retour du jury. Vous avez vraiment de la chance parce que pendant les dernières minutes rhétoriques, j'ai beaucoup réfléchi dans ma tête à toutes les blagues que je pourrais vous faire en attendant un retour espéré. Et c'était pas les meilleurs. Donc, applaudissez Clément qui revient, merci. Mesdames, Messieurs, Raphaël Martin, s'il vous plaît. Elle a eu la lourde tâche, sa feuille de mission était claire. Raphaël, 1, tu présentes la minute rhétorique. 2, tu t'assures que les lycéens et lycéennes, ça aille bien. 3, si on est trop lent, démerde-toi. Voilà. C'était sa feuille de mission, elle l'a accomplie brillamment. Merci beaucoup, Raphaël. Mais, oui, nous avons un ou une gagnant ou gagnante, mesdames, messieurs. Le nom est connu, j'en ai connaissance, je le vois inscrit sous mes yeux. Nous allons vous le révéler, bien sûr, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite, bien sûr, car avant toute chose, il faut donner la parole aux membres du jury qui ont eu la lourde tâche de vous départager. Sachez-le, jamais les délibérations n'ont été aussi difficiles, jamais la désignation n'a été aussi partagée, c'était un enfer.
que de devoir sélectionner un discours parmi toutes ces prises de parole aussi belles et impressionnantes. Encore une fois, toutes mes félicitations, mais au fond, les miennes, c'est une chose, celle des membres du jury, c'en est une autre. Et donc, je leur donne évidemment la parole. Younes, est-ce que tu veux dire quelques mots aux lycéens et lycéennes qui se sont exprimés? Allô, allô. Hey, ok. Vous m'entendez? Bravo déjà à toutes et à tous d'avoir pris la parole devant ce parterre de gens. C'est pas facile. Vous avez relevé l'exercice brillamment, donc bravo à tous. C'était pas évident pour nous de faire un choix. Moi, il y a un petit truc qui m'a un peu chagriné. Enfin, pour vous expliquer pourquoi c'était pas évident. Alors là où vous avez été fort, et je vous félicite de nouveau pour ça, c'est que vous avez mis beaucoup de vous-même dedans. Vous avez mis de votre sensibilité, de vos histoires personnelles, et ça c'est à la fois très courageux et fort, et donc voilà, je ne peux que applaudir. Mais c'est très difficile pour nous de hiérarchiser des témoignages. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que telle histoire personnelle est meilleure que telle histoire personnelle. Et moi j'ai apprécié quand certains d'entre vous ont été un peu plus loin et ont fait, en plus de leur histoire personnelle, vraiment l'effort de le relier au sujet et d'y revenir constamment et de ne pas simplement livrer un témoignage. Et ça, certains d'entre vous l'ont fait plus que d'autres, à mon humble avis. Après, on en a discuté avec les membres du jury, chacun avait évidemment son opinion. En tout cas, bravo à toutes et à tous. Moi, j'étais venu l'année dernière, j'avais adoré être avec vous. J'espère être réinvité l'année prochaine parce que j'adore être avec vous. Et voilà, bravo à tous. Merci beaucoup. Merci Younes. Pauline? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, c'était la première fois que j'étais là et je dois dire que ça m'a pas mal époustouflée. Et vraiment, je trouve que... en fait, je me suis dit que j'aurais été incapable de faire cet exercice à votre âge. Et je ne sais même pas si j'en serais capable aujourd'hui, pour être honnête, parce qu'en fait, tous et toutes, vous mettez un bout de vos cœurs à vous le donner à voir avec une sincérité qui est immense. Et moi, je fais du théâtre, et dans le théâtre, la sincérité, c'est la base. Et donc ça, je trouve ça vraiment très, très touchant. Et après, vous avez une technique dingue, quoi, à partir de ça. Donc moi, je suis plutôt dans la... Voilà, mais après, je suis d'accord, Younes, il a dit des trucs hyper... et je suis carrément d'accord avec ça, sur le fait que c'est... Non, mais c'est vrai. Mais franchement, bravo, parce que... Et aussi, le décor et tout, c'est quand même... vraiment, c'est pas rien, quoi. Et vous avez tous et toutes relevé tenu le... Vous avez, voilà, tenu le truc, bravo, quoi. Merci beaucoup. Merci Pauline Bail, directrice du Théâtre Public de Montreuil. Marianne, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Merci beaucoup. Vous voyez comme on est fort en éloquence, hein. On n'arrive pas à la cheville des gens qui ont parlé tout à l'heure. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment tous été bluffés, mais vraiment bluffés, parce que vous avez une capacité incroyable à dire que vous existez, à dire sur quelle base vous existez, et à dire sur quelle base vous voulez exister à l'avenir. Et on se dit que vous avez plein de choses à nous dire à l'avenir sur le monde qui nous entoure, et on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup. Mathias, quelques mots? Oui, merci. Vous me réconciliez très fort avec l'année 2024. Bravo pour votre talent, pour l'intelligence de vos textes et la justesse de vos regards. Je ne m'attendais pas à être bouleversé, et je l'ai été plusieurs fois, plein de fois, 9 fois. Et merci du bien que vous nous avez fait, en tout cas que vous m'avez fait. Vous m'avez fait du bien à l'esprit, vous m'avez fait du bien aux tripes, et vous m'avez fait du bien au cœur. Donc est-ce que j'y peux quelque chose? Je ne sais pas. Mais vous, c'est sûr, vous pouvez beaucoup. Merci beaucoup. Marie-France, quelques mots? Bravo pour votre prise de parole sans flancher. Bravo pour votre travail qui vous a conduit devant nous brillamment. Et moi, j'ai été très touchée par votre engagement sincère, sensible et votre exposition de vos histoires. Merci beaucoup. Et enfin, notre président du jury, Patrice Bessac. Bon,
Bon, d'abord, je dois vous dire que chaque année, j'attends beaucoup, impatiemment, le concours d'éloquence. Et je sais pourquoi je l'attends. Parce que y a une énergie, vous communiquez une énergie dans le courage qui se manifeste, dans le fait de dire ce que vous pensez, dans le fait d'être ce que vous êtes. Et d'une certaine manière, je crois que pour nous tous, qui sommes souvent baignés dans un océan de mots vides, dans un océan de cynisme, dans un océan de gens qui justifient l'injustifiable, à voir des jeunes gens qui se dressent face à une salle de 400, 500 personnes, plus les 12 000 personnes qui regardent sur Twitch, sur le compte de Clément Viktorovitch, tout ça, avoir ce courage-là, il y a quelque chose qui, en tout cas pour moi, dans ma fonction de maire, est quelque chose de non seulement touchant, mais une sorte d'énergie. Vous communiquez de l'énergie et de la confiance. Et moi, je suis tellement heureux de servir des personnes comme ça, de servir de bonnes personnes, de servir des gens bien. Merci. Traditionnellement, quand on se rend à un concours d'éloquence, on s'attend à avoir des gens qui parlent bien, et hélas, souvent qui parlent bien pour rien dire. Et vous nous avez montré ce soir que non seulement vous parlez bien, mais vous avez parlé bien pour dire les choses qui étaient importantes pour vous. Et je crois que, encore une fois, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire et le plus bel espoir que vous pouvez nous donner pour demain. Merci encore. Nous en arrivons bien sûr au moment tant attendu. Qui a gagné les libres parleurs et les libres parleuses de Montreuil? On va vous le dire, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Parce que c'est le moment de vous dire. Après, je sais que vous ne m'écouterez plus, je vais m'égosiller pour rien, parler dans le vent comme d'ordinaire. C'est la 5e fois, on commence à connaître un peu la machine. Donc, c'est le moment de vous dire à tous les formateurs, formatrices, professeurs, professeurs, lycéens, lycéennes qui avaient fait partie du projet, qui vous êtes exprimés ce soir, aux membres du jury également, s'il vous plaît, tout le monde, tout à l'heure, dans quelques instants, 1 minute 35, ça va être la liesse, vous serez enthousiaste, on aura le nom du gagnant ou de la gagnante, vous voudrez le ou la féliciter, c'est normal, vous voudrez laisser exploser votre bonheur. Bon, réservez-vous pendant quelques secondes encore le temps que nous fassions une photo. Voilà, qu'une fois un an, on ait une photo avec tout le monde et pas un espèce de bazar organisé avec des gens qui débordent, certains allongés par terre, d'autres qui sont montés sur l'estrade, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ils y sont, les bougres. Bon voilà, donc s'il vous plaît, contrôlez-vous encore quelques secondes, voilà, n'oubliez pas la photo, je sais que vous allez l'oublier dans 1 minute, donc pensez-y bien. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit cette chose qui était absolument cruciale, essentielle, la photo, Clément, voilà, bien sûr, c'est le moment de laisser la parole à celui qui va révéler le nom du gagnant ou de la gagnante. Mesdames, Messieurs, le président du jury, Monsieur Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Pour le résultat du concours d'éloquence 2024, la 5e édition de la finale des libres parleurs de Montreuil, j'ai l'honneur d'appeler au nom du jury Sira Diombana.
Je sais pas par où commencer. Hier encore, Madame Andriès était témoin. J'étais en larmes. Je pleurais. J'arrivais pas à enchaîner le premier mot, la première phrase de mon introduction. J'étais en larmes. Le lendemain, j'étais encore en stress. Ce matin, je préparais mon grand oral. On me disait, tiens, c'est quoi tes questions de grand oral au fait? Mais... ouais. Cet après-midi encore, je m'en rappelle, rendez-vous à 17h30, 15h30, j'étais devant la mairie. À 17h, j'étais avec Anaïs. On parlait, on se disait, mais dans quoi... Genre, elle me parlait, et dans ma tête, je me disais, mais dans quoi je me suis embarquée? C'est vrai ça, dans quoi je me suis embarquée, sérieux? Je suis rentrée dans la salle, vide. J'avais les jambes qui voulaient plus répondre. Je me disais, mais dans quoi je me suis embarquée, sérieusement? Dans quoi je me suis embarquée? J'en tremblais encore. J'avais les larmes qui montaient. Je me disais, mais est-ce que je vais réussir à prendre mon texte? Est-ce que je vais réussir à terminer mon introduction? À 18h30, j'étais dans la loge avec vous. Je vous voyais, je vous souriais et je me disais, oh, vous êtes impressionnants. Je vous voyais parler entre vous, faire vos exercices. Je me disais, ah mais ils sont comme nous. On criait comme eux. On se secouait comme eux. J'étais comme eux. J'étais impatient comme eux. Et à 19h, je tremblais encore. Je me disais encore, mais dans quoi je me suis embarquée, sérieusement? Et vous êtes tous passés. Je vous ai tous écoutés. J'étais fière de vous. C'était comme si... Enfin, je sais pas, c'était comme si j'étais avec vous, en fait. J'avais l'impression que je vous connaissais. Vous étiez sincère. Et ça se voyait que vous étiez sincère. Et ce prix, je ne l'ai pas gagné pour moi. Il est quelle heure, là? Ok. 20h45. Wow. À 20h45. Ce prix-là, c'est pas moi qui l'ai gagné, c'est vous aussi, vous l'avez gagné. C'est vous aussi, vous l'avez gagné. Ce n'est pas moi, c'est vous. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est vous autres. On a gagné. On a parlé. On nous a écoutés. On nous a écoutés. Bravo. Syrah, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Mais pas seulement elle, lycéens, lycéennes, rejoignez-nous, allez-y, levez-vous, membres du concours, s'il vous plaît. Minute rhétorique, formateur, formatrice, membres du jury, venez avec nous. Voilà, des applaudissements, ne nous laissez pas dans cette ambiance lugubre, allons. Vous avez mal aux mains, c'est pas grave, c'est le jeu, fallait pas venir. S'il vous plaît, montez sur scène, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, membre du jury, me laissez pas tout seul. J'ai l'air d'un idiot, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire une jolie... Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une jolie photo? Voilà. Oui.
C'est bon, tout le monde est là. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'était la 5e édition des Libres Parleurs et Libres Parleuses de Montreuil. Merci aux 1000 personnes qui nous ont suivis sur Twitch. À lundi, les amis. À lundi, les roublards de Twitch. À bientôt. Quant à vous, Montreuilloises et Montreuillois, nous vous attendons pour un pot de l'amitié. Bien sûr, que tout coule à flot. Merci beaucoup et bravo encore aux Libres Parleurs et Libres Parleuses de Montreuil. Merci les lycéens, bravo. À bientôt.